Salut la grande famille, c'est encore Maroussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter les 5 questions. Voilà, les fameuses 5 questions que les jeunes Ivoiriens ont posées à Laurent Gbagbo, parler de la culture, où on dit la fête de la Renaissance. Quand on dit la Renaissance, il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Quand on dit Renaissance, Renaissance. Je ne sais pas si vraiment parmi nous, il y a d'autres qui ont pris à droite, qui sont allés cueillir mangou, qui sont allés cueillir quoi là même. Bon, je ne sais pas pourquoi. Ivoiriens n'aiment pas quand il y a la vérité. Ivoiriens aiment quand il y a le mensonge. Voici des gens qui disent Renaissance, mais les gars ne font pas les preuves de Renaissance. Ils sont là pour parler du passé. Ils sont là pour parler de n'importe quoi. Voici les 5 questions que nous, parce que la réponse que Laurent Gbagbo a donnée comme les 5 questions, mais ça veut dire les 5 questions, c'est nous, la jeunesse. C'est nous, la jeunesse, il s'est adressé, il a donné la réponse à cette jeunesse. C'est à nous de réfléchir. Ne soyons pas l'ignorant, ne tombez pas dans l'ignorance pour dire non que oui, Laurent Gbagbo, ce qu'il a dit, ce n'est rien. Non, non, c'est grave. C'est grave. Moi, il dit toujours l'ouverture de la CAN 2024 là, de grâce. Arrêtez de dire on va appeler Fali Poupa. Il y a déjà quelqu'un qui est là. Et c'est président Laurent Gbagbo, il va jouer piano, c'est mieux. La famille, vraiment, voici les 5 questions. Et aussi, après, on s'attrape. Là, je suis Diara Ami et je suis étudiante à l'université de Jean-Yorion Guédé en Master 1 de droit privé. Voilà. Précisément, je suis en carême, mais j'ai effectué le déplacement tellement cet événement-là me tenait à cœur. Parce qu'il y avait une question vraiment très urgente à poser au président, M. Laurent Gbagbo. Voilà, ma question est la suivante. Je voudrais savoir, Monsieur le Président, vous êtes revenu, bonne arrivée à vous, on attendait votre retour. Maintenant, je voudrais savoir, pourquoi nous, la jeunesse ivoirienne, devons-nous avoir confiance en votre leadership au détriment des leaders des autres partis politiques? Je ne sais pas si ma question a été bien perçue. D'accord. Donc, je voudrais savoir, Monsieur le Président, pourquoi nous, la jeunesse ivoirienne, devons-nous avoir confiance en votre leadership au détriment des leaders des autres partis politiques? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est la première question. Oui, mais je vais répondre d'abord à cette question. C'est une demoiselle là, Oui, une demoiselle. qui est en face de moi qui avait posé cette question. Mais elle n'est pas obligée. Je veux dire que elle n'est pas... Elle n'est pas obligée de faire confiance en tel homme politique ou en tel autre. Les hommes politiques sont comme des commerçants. Chacun vend sa marchandise. Toi, tu viens au marché, tu regardes, tu achètes ce qui te plaît. Voilà. Et jamais on ne t'arrêtera ou on ne te mettra en prison parce que tu as acheté telle marchandise au lieu de telle autre. Jamais. Donc, nous, ce que nous avons, c'est la parole. On a la parole pour dire. Mais une fois que vous choisissez, c'est trop tard. Vous nous avez donné le pouvoir déjà.
Et avec ce pouvoir-là, on peut même vous arrêter. Vous voyez bien. Vous voyez bien. Or, aujourd'hui, la chance que vous avez, c'est que la plupart, enfin, il y a au moins trois qui ont été au pouvoir, qui ont été mis au pouvoir par vos votes. Nous sommes au moins trois. Et vous avez vu comment chacun agit. Vous avez vu ce que chacun a fait. Par rapport à ça, vous choisissez. Et vous êtes libre. Et vous êtes libre. Voilà. N'est-ce pas, mademoiselle? Voilà. La deuxième question. Oui. Bonsoir, Monsieur le Président. Je me nomme Esther Yao, étudiante en Master 1 à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Monsieur le Président, vous avez dénoncé dans l'un de votre interview que la jeunesse ivoirienne a surpeuplé la ville d'Abidjan. Nous voulons savoir, en tant que politique, quelles propositions vous faites à la jeunesse pour qu'elle reste dans les différentes régions? Effectivement, je pense que Abidjan est surpeuplé. Abidjan est surpeuplé. Même tout à l'heure, quand on venait là, c'est pas Abidjan des samedis, ça. Avant, les samedis à Abidjan, on prenait sa voiture pour aller se promener et revenir. Aujourd'hui, Abidjan est vraiment surpeuplé. Et quand j'étais président, j'avais trouvé bonne l'idée contenue dans la loi que Houphouët avait fait voter en 82 de transférer la capitale à Yamoussoukro. Au moins, ça allait désengorger Abidjan. Et je pensais fort que comme cette loi existe, on peut s'appuyer dessus et puis créer des infrastructures gouvernementales pour désengorger Abidjan. Mais comme les ministères ne suffisent pas comme infrastructure gouvernementale, il faut les directions de ceci, les directions de cela, et qu'on ne pourrait pas faire ça très vite. J'ai achevé rapidement la construction de l'autoroute entre Abidjan et Yamoussoukro. L'autoroute s'était arrêtée à Saint-Grobo avant. J'ai construit l'autoroute entre Saint-Grobo et Yamoussoukro et ça s'est achevé. J'ai construit l'Assemblée nationale.
l'Assemblée nationale devait nous être livrée, je l'ai confié à Pierre Fakouri, hein, et pour l'autoroute, j'ai emprunté l'argent aux banques arabes qui m'ont proposé la société Soroubat, qui est une société tunisienne, qui a fait le travail jusqu'à Yamoussoukro. Et puis, donc, Pierre Fakouri a construit donc l'Assemblée nationale qui devait m'être livrée en 2012. On m'a arrêté en 2011. On m'a arrêté en 2011. Bon, on a continué. J'ai commencé à construire la présidence de la République à Yamoussoukro. Mais tout le monde peut aller visiter. Hein. Vous pouvez aller visiter l'Assemblée nationale, la présidence de la République. Bon, quant à l'autoroute, vous pouvez aller dessus jusqu'à Yamoussoukro. Donc, voilà. Et pour moi, ça devait être la grande opération de désengorgement d'Abidjan. Si la capitale est transférée à Yamoussoukro, si les services y sont transférés, Abidjan est de facto désengorgé, mais cela n'a pas été fait. Mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi autre chose. Il faut faire la décentralisation vraie. Vraie. Je dis vraie. C'est-à-dire, il faut créer les conseils généraux des départements et après créer une dizaine de régions parce qu'il faut que chaque région, moi je ne suis pas pour 33 régions, ça ne sert pas à grand-chose, mais il faut que chaque région ait au moins un CHU et au moins une université. Et ça, c'est possible quand c'est 10. Mais si vous dites 33, bon, donc, mais tout cela n'a pas été fait. Tout cela n'a pas été fait. Donc, chère madame, c'est une dame qui a posé cette question. Voilà, chère madame, pour désengorger Abidjan, premièrement, il faut mettre la capitale à Yamoussoukro. Les infrastructures existent déjà. Les infrastructures existent déjà là-bas. Il faudra 12 mois pour les achever. Et comme ça, vous allez voir qu'Abidjan, il y a moins de circulation. Parce que je vous assure, c'est terrible, la circulation à Abidjan. Quand il m'arrive de vouloir aller chez mon défunt ami Sangaré Aboudraman, c'est la catastrophe. Hein? C'est la catastrophe. À Cocody même. À Cocody même.
De Cocody à Cocody. De Cocody à Cocody. La troisième. La troisième question. Monsieur le Président, soyez respectueusement salués. Je suis Marc Takouo, je suis président national des étudiants juristes privatistes de Côte d'Ivoire. Et en tant que président national des étudiants juristes privatistes de Côte d'Ivoire, j'ai décidé personnellement ici pour venir à vos chevets déposer les problèmes des étudiants. J'ai une doléance et j'ai une question. Monsieur le Président, ma doléance, savez-vous que depuis 2018, le concours du CAPA est fermé aux étudiants de Côte d'Ivoire. Depuis 2018, ça fait 5 ans que le CAPA n'a pas encore été mis en place pour que les étudiants juristes puissent être avocats comme Maître Abiba Touré. Savez-vous que nous avons 500 avocats pour une population de près de 30 millions de population. Et ça fait un ratio de 50 000 avocats pour 50 000 personnes pour un seul avocat. Et c'est vraiment difficile. Donc vous, puisque votre voix porte plus, vous avez parlé de la jeunesse, l'État de Côte d'Ivoire a parlé de la jeunesse. Vous avez parlé aussi des chambres des universités qui ont été aussi ouvertes, les chambres. Donc nous demandons que vous puissiez aussi parler du concours de CAPA pour que l'État de Côte d'Ivoire fasse quelque chose. On a vu le ministère dit c'est le barreau. On voit le barreau dit on l'a compris. Mais vous aussi dites quelque chose pour que le concours de CAPA soit ouvert afin que nous ayons des avocats comme Maître Abiba Touré. Ma question est la suivante. Quand vous étiez au pouvoir, vous avez dit que la fonction publique ne peut pas accueillir tous les étudiants. Et alternativement, l'entrepreneuriat est une solution. Donc vous, en tant que chef de parti, qu'est-ce que vous pensez, mais qu'est-ce que vous pouvez dire à l'État de Côte d'Ivoire pour qu'il puisse inciter et accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat? Je vous remercie. On va voir. Moi, ce que je peux faire, c'est de parler. Donc, je vais parler. Je vais parler. Mais je vais dire que il faut laisser toutes les portes ouvertes pour les étudiants qui veulent sortir. Celui qui veut être avocat, il n'a que le CAPA pour sortir avocat. Si vous ne faites pas, vous n'organisez pas le concours du CAPA, lui, il devient quoi? Lui, il devient quoi? Oui, ça c'est... Bon, nous allons en parler. Nous allons en parler, cher ami. Nous allons en parler, mais je trouve que ce n'est pas une bonne décision. Ce n'est pas une bonne décision. Il y a... Bon, on en parlera. Je vais en parler. Voilà. La quatrième question. Bonsoir, Monsieur le Président. Je suis Aristide Kaza, entrepreneur dans le domaine du VTC. Monsieur le Président, nous constatons généralement qu'à l'approche des élections, les jeunes craignent pour leur sécurité, pour ne pas dire pour leur vie. Ceci étant, donc je disais, Monsieur le Président, nous constatons qu'à l'approche des élections, les jeunes Ivoiriens craignent pour leur sécurité, pour ne pas dire pour leur vie. Ceci étant, Monsieur le Président, quelle solution avez-vous afin qu'il y ait des élections apaisées, ce qui va rassurer l'ensemble de la jeunesse ivoirienne? Quelle solution idoine avez-vous pour cette jeunesse-là, pour qu'il y ait des élections apaisées en Côte d'Ivoire? Par ailleurs, nous constatons également que beaucoup de jeunes se désintéressent de la politique en Côte d'Ivoire parce que
ces jeunes-là n'ont plus confiance aux politiciens. Ils estiment que les politiciens sont en quelque sorte des démagogues. Nous aimerions que vous rassurez cette jeunesse-là pour que la jeunesse s'intéresse plus à la politique. C'était un peu les deux questions que j'avais pour vous, Monsieur le Président. L'insécurité avant, pendant et après les élections. C'est ça. Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question et qui concerne le tiers-monde. Quand on dit qu'en Suède, il va y avoir des élections, ce n'est pas une guerre qu'on annonce. Quand on dit qu'en Angleterre, il va y avoir des élections, on n'annonce pas une guerre. Et mis à part le couac de Trump, dont les supporters sont allés prendre d'assaut le Capitole, après sa défaite, ça n'arrive pas non plus aux États-Unis d'Amérique ni au Canada. Mais dans le tiers-monde, là, quand on dit qu'une élection arrive, ça veut dire que la guerre arrive. Ça veut dire... Pourquoi? Parce que les gens n'acceptent pas les résultats des élections. Les gens n'acceptent pas les résultats. Regardez en 2010. Le Conseil constitutionnel vient et dit c'est Gbagbo qui a gagné. Et hors délai, chaos, deux ambassadeurs prennent le président de la CEI, le président de la CEI, et l'amène au siège de campagne d'un candidat. Au siège de campagne d'un candidat. Vous voyez, l'hôtel du Golfe, c'était le siège de campagne d'un candidat. Et là-bas, on appelle une chaîne de télévision que je ne vais pas nommer et qui annonce que non, c'est Ouattara qui a gagné. Ça, il faut être dans le tiers-monde. La Constitution dit, le Conseil constitutionnel est le seul juge des élections. C'est écrit. C'est écrit. Or, le Conseil constitutionnel dit que c'est Gbagbo qui a gagné. Mais voilà Gbagbo, il est assis ici aujourd'hui. Vous voyez, donc, il y a trop d'intérêts qui rentrent en jeu quand il s'agit d'une élection
en Côte d'Ivoire et en Afrique. On raconte n'importe quoi. Et on finit par se battre. On finit par se battre. Et tant que les Africains resteront avec cette mentalité, hélas, ce sera des bagarres, ce sera la guerre. Hélas. Regardez les actualités. Il y a des pays où la guerre a déjà commencé, mais c'est à cause des élections. Je ne vais pas dire les noms des pays pour ne pas provoquer d'incidents diplomatiques, mais il y a déjà des bagarres. Il y a déjà des bagarres qui ont commencé. Et ceux qui sont au pouvoir, souvent, cherchent les moyens de supprimer la candidature de leurs opposants. On dit non, il est condamné à temps, non, on le gracie. On le gracie comme ça. Pour le moment, il y a 2 pays où des opposants sont graciés. Ce pays-là et le nôtre. Ce pays-là est le nôtre, où les opposants sont graciés, c'est-à-dire que leurs fautes demeurent, des fautes qu'on leur a collées comme ça. Leurs fautes demeurent. Alors, ça, ce n'est pas la démocratie, ça. Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. J'ai cité hier Nicolas Sarkozy. Lui, je peux le citer parce que il m'a fait tellement de mal que si je le cite, c'est pas grave. Ouais. Mais lui, malgré tout ce qu'il a fait et malgré tous les va-et-vient qu'il fait devant les tribunaux, on n'a pas suspendu sa candidature. Sa candidature n'est pas supprimée. Donc s'il veut, demain, il peut être candidat encore. Mais ici, dès qu'on voit que tu as rempli un peu la place Figayo et on dit bon, on dit bon, lui il a 20 ans. On dit 20 ans. Bon. 20 ans est devenu le surnom de notre pays. Quand je cause avec les amis, on dit, ah, chez vous, c'est 20 ans. 20 ans. Allez. La dernière question. Je voudrais saluer respectivement le président Laurent Gbagbo et notre sœur Abiba.
pour son intervention tout à l'heure. Je suis Bissier à Samoa et je suis entrepreneur e-commerce et agricole. Je voudrais poser plusieurs questions, mais une seule sera très pertinente. Alors, nous avions vu et entendu également, jour après jour, dans les médias occidentaux, nous avions vu nos frères mourir dans la Méditerranée et nous avions vu beaucoup d'Africains également s'indigner. Et nous, c'est avec beaucoup de regrets et vraiment, c'était difficile de voir nos frères comme ça partir sans nous dire au revoir. Et la question que je voudrais poser, c'est que nous croyons déjà que vous serez bientôt au pouvoir. Qu'est-ce qui pourrait vraiment expliquer cet exode de nos frères, en majorité subsahariens, vers l'Europe? Et de votre part, qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'endiguer? Merci. Oui, il y a l'immigration clandestine. Permettez-moi de déplorer les centaines et les centaines de morts dans le désert et dans la Méditerranée. Mais c'est le même pays que nous gouvernons. Hein. Et je ne fais pas de polémique. Mais je veux attirer l'attention sur le fait qu'au temps où Gbagbo Laurent était président de la République, les gens n'allaient pas mourir en mer. Reprenez les journaux, revérifiez les informations. Au temps où Gbagbo Laurent était président de la République, les jeunes Ivoiriens n'allaient pas mourir en mer. Ça au moins, c'est un fait. C'est un fait. Même quand on nous a fait la guerre, et on nous a fait la guerre, et elle a duré 9 ans. De 2001 en 2010. Donc, c'est déplorable que les jeunes Ivoiriens aillent mourir en mer. C'est déplorable. Mais il faut faire en sorte que les Ivoiriens, que les jeunes Ivoiriens ne prennent pas la route ni du Sahara, ni du Sahel, ni du Sahara, ni de la Méditerranée. C'est pourquoi il faut qu'on fasse en sorte que les jeunes cherchent leur travail ici, chez eux, ici, chez eux.
Vous comprenez? Vous comprenez? Ici, nous vivons en harmonie avec tous les autres frères de l'Afrique de l'Ouest. Ici. À Treichville, quand j'étais petit, quand on voulait voir un Guinéen, on allait à l'avenue 3, rue 28, qu'on appelait la Guinéso. La Guinéso. C'était la Guinéso, c'est-à-dire la cour des Guinéens. Quand on voulait voir un Sénégalais, on allait à la mosquée de l'avenue 8, à Treichville, puisque les Noirs étaient à Treichville, quelques-uns à Djamé, et les Blancs étaient au plateau. Mais on a toujours vécu comme ça, et je crois qu'on peut vivre comme ça. On peut vivre en cherchant du travail et en créant du travail chez nous. En cherchant et en créant du travail chez nous. Vous voyez l'igname. L'igname. Qu'on récolte dans le nord de la Côte d'Ivoire. De Bandoukou à Oguéné. L'igname. Mais vous ne savez pas combien de milliers d'emplois l'igname a créé. Allez acheter l'igname et venir le revendre sur les marchés du Sud, surtout sur ceux d'Abidjan. Ça crée des milliers d'emplois. Ça, vous ne le savez pas. Nous, on le sait parce qu'on avait les documents. Et les plus forts dans ce job-là, c'était les Nigériens. C'était les Nigériens. Vous comprenez? Donc, il y a... Bon, les femmes gourous, elles se sont illustrées dans le marché du riz. Bon, il y a... On peut trouver, il y a des niches. Il y a des niches d'emploi en Côte d'Ivoire. Il y a des niches d'emploi. On n'a pas besoin d'aller mourir dans la Méditerranée. Mais Abiba Touré, que vous voyez là, c'est une enfant de là-bas. Elle a fait le chemin inverse. Et c'est le chemin inverse là que je veux. C'est ce chemin inverse que moi je veux. Voilà. Camarades, vous savez que, chers amis jeunes, nous sommes à une fête. C'est la fête de la Renaissance, première édition. Il y a beaucoup de musiciens dans cette salle. Et le premier parmi eux, vous ne le savez pas, s'appelle Laurent Gbagbo. Il va venir au piano et il va égrener quelques notes pour nous.
Innovation pour l'artiste.